Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de votre journal. Aujourd'hui, focus sur les conflits persistants, les efforts diplomatiques et les enjeux économiques qui marquent l'actualité mondiale. Voici les grands titres de l'actualité. En Ukraine, la situation reste tendue avec une progression rapide des forces russes dans la région de Donetsk malgré de lourdes pertes humaines. 26 chefs d'État de l'Union européenne défendent la liberté de décision de l'Ukraine. Lula et Xi Jinping abordent la coopération commerciale et le multilatéralisme au sein des BRICS. Nouvel incident, un militaire thaïlandais touché par une mine près du Cambodge. Et pour finir, accord minier États-Unis-RDC, 52 élus démocrates appellent à un meilleur contrôle. En Ukraine, dans la région de Donetsk, progression rapide des forces russes malgré de lourdes pertes. À l'approche de la rencontre prévue le 15 août entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'aucun signe ne laisse penser que la Russie envisage la fin du conflit. Il a annoncé ne pas se rendre en Alaska où se tiendra la réunion et a mis en garde contre de nouvelles offensives. Sur le terrain, la ligne de front reste instable. Selon les autorités ukrainiennes, les forces russes avancent rapidement près de l'axe Kramatorsk-Drobopilia, dans la région de Donetsk. Cette route logistique sous surveillance de drones russes depuis plusieurs semaines est fermée à la circulation civile. L'état-major ukrainien reconnaît des combats dans le village de Kucheriv-Liar, situé à plusieurs kilomètres du front il y a encore peu. D'après le site d'analyse militaire Deep State, les troupes russes ont progressé d'environ 10 km en une journée, un rythme inhabituel. Une percée dans cette zone pourrait menacer la ville de Drobopilia et faciliter un accès vers Kramatorsk, toujours tenu par l'Ukraine. Le général Jérôme Pelistrandi souligne que cette situation constitue un problème tactique majeur pour Kiev, contrainte de défendre la ligne de front tout en réduisant l'avancée ennemie, malgré un déficit en effectifs. L'Institut pour l'étude de la guerre rapporte l'infiltration de groupes de sabotage russes près de Drobopilia, tout en estimant qu'il est trop tôt pour parler de percée opérationnelle. Les prochains jours pourraient être déterminants. La stratégie russe s'appuie sur une supériorité numérique en soldats et en drones visant à exploiter les failles ukrainiennes, même au prix de pertes importantes. Kiev redoute que la rencontre entre les présidents américains et russes aboutisse à un accord contraignant l'Ukraine à céder une partie de son territoire. Dans ce contexte, les dirigeants européens ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Le 12 août 2025, 26 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont réaffirmé dans une déclaration commune que l'Ukraine doit disposer de la liberté de décider de son avenir. Ils ont souligné qu'une solution diplomatique au conflit doit garantir les intérêts vitaux de sécurité de l'Ukraine et de l'Europe. Selon le communiqué, des négociations significatives ne peuvent avoir lieu que dans le contexte d'un cessez-le-feu ou d'une réduction des hostilités. Les signataires ont également insisté sur la nécessité de protéger la souveraineté ukrainienne dans toute démarche diplomatique. La position commune a été approuvée par l'ensemble des États membres de l'Union européenne, à l'exception de la Hongrie. La coopération internationale s'étend aussi ailleurs dans le monde. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et son homologue chinois Xi Jinping ont récemment échangé par téléphone sur le rôle des BRICS et des G20 de la défense du multilatéralisme. Le 11 août 2025, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et son homologue chinois Xi Jinping ont tenu un entretien téléphonique d'1 heure, au cours duquel ils ont abordé le rôle du groupe des BRICS, les relations bilatérales et les enjeux du multilatéralisme. Selon la présidence brésilienne, les deux dirigeants ont convenu de l'importance du G20 et des BRICS dans la défense d'un ordre international fondé sur la coopération entre États. Ils ont également exprimé leur volonté de développer de nouvelles opportunités commerciales entre les deux pays.
Xi Jinping a qualifié les BRICS de plateforme clé pour renforcer le consensus au sein du Sud global et a affirmé que la Chine souhaiterait travailler avec le Brésil afin de promouvoir l'unité et l'autonomie des principales nations émergentes. Les échanges ont aussi porté sur le commerce agricole, secteur central dans la relation bilatérale. La Chine, premier importateur mondial de soja, s'approvisionne principalement au Brésil. De plus, de nombreuses entreprises brésiliennes de café ont récemment intégré le marché chinois, en partie en raison des droits de douane américains élevés sur ce produit. Pékin a réitéré son soutien à Brasilia face au comportement d'intimidation lié à l'imposition de tarifs excessifs sans mentionner explicitement les États-Unis. Enfin, Xi Jinping a qualifié les relations entre la Chine et le Brésil de meilleures que jamais et a indiqué que les deux pays devraient coopérer pour relever les défis mondiaux et encourager une résolution politique de la guerre en Ukraine. En Asie du Sud-Est, la situation reste fragile malgré un cessez-le-feu signé la semaine dernière entre la Thaïlande et le Cambodge. Le 12 août 2025, l'armée thaïlandaise a signalé qu'un soldat avait été blessé par une mine terrestre près de la frontière avec le Cambodge, dans la province de Surin. L'incident s'est produit à environ 1 km du temple de Tamoantom alors que le militaire effectuait une patrouille de routine. Sa cheville gauche a été grièvement touchée et il a été transféré à l'hôpital. Il s'agit du 4e incident de ce type en un mois. 3 jours plus tôt, 3 autres soldats avaient été blessés par une mine dans une zone frontalière entre les provinces thaïlandaises de Sikasset et de cambodgienne de Preah Vihear. 2 incidents antérieurs, les 16 et 23 juillet, avaient déjà provoqué des tensions diplomatiques et des échanges de tirs. L'armée thaïlandaise accuse le Cambodge de violer le récent accord de cessez-le-feu et la convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles, affirmant que le Cambodge continue de poser des mines du côté thaïlandais. Bangkok prévient qu'elle pourrait exercer son droit à la légitime défense en vertu du droit international. Le Cambodge a rejeté ces accusations, rappelant qu'il est signataire de la Convention d'Ottawa et qu'il n'a jamais utilisé, produit ou déployé de nouvelles mines terrestres. Les tensions frontalières entre les deux pays sont récurrentes depuis des décennies, notamment autour de la propriété des temples hindous de Tamoantom et de Preah Vihear. Les récents affrontements déclenchés le 24 juillet ont été les plus violents depuis plus de 10 ans, faisant au moins 43 morts et plus de 300 000 déplacés. Le cessez-le-feu conclu la semaine dernière prévoit la présence d'observateurs de l'ASEAN dans les zones contestées. Enfin, sur le plan économique et géopolitique, 52 membres démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis ont adressé une lettre au président Donald Trump pour réclamer davantage de transparence et un contrôle parlementaire renforcé concernant un futur accord sur les minerais critiques avec la République démocratique du Congo. Les signataires issus de commissions et caucus liés au commerce, aux affaires étrangères et à l'environnement, aux droits humains et au travail insistent sur la nécessité de garantir le respect des droits humains, la protection de l'environnement et la lutte contre l'opacité. Parmi eux figure Linda Sanchez, responsable des questions de commerce extérieur au sein du groupe démocrate, et Alexandria Ocasio-Cortez, figure de premier plan sur les questions de ressources naturelles. Les élus affirment que le Congrès n'a pas été consulté sur les négociations en cours et pointent un risque de conflit d'intérêts, citant l'homme d'affaires texan Gentry Beach, proche de Donald Trump, qui serait impliqué dans un consortium visant à obtenir les droits d'exploitation de la mine de coltan de Rubaya au Nord Kivu. La Chambre des représentants avait déjà approuvé le 27 juin une résolution en faveur de la conclusion d'accords sur les minerais critiques avec la RDC, tout en appelant à la traçabilité dans les chaînes d'approvisionnement. Les accords définitifs ne sont pas encore signés, mais des ententes préliminaires ont été conclues avec certaines entreprises, dont Cobalt Metal. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Le monde continue donc de faire face à des défis complexes entre conflits armés,
tensions diplomatiques et enjeux économiques majeurs. Restez avec nous pour suivre l'évolution de ces situations. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition. Une excellente soirée à toutes et à tous.